Bonjour et bienvenue à Échangeurs Turcotte, une émission où on discute, on réfléchit sur des enjeux importants pour les gens de la MRC Marais-Chapdelaine et de l'ensemble de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet, je pense, qui est d'une importance capitale en ce moment. On va parler des tarifs douaniers, donc de ce que le gouvernement américain veut imposer au Canada. Oui, fait qu'on va discuter de ça, parler des tarifs douaniers en général, sur l'acier et l'aluminium. Et pour en parler avec moi, j'ai Nadine Brassard de Cerdex. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Très bien, vous aussi? Oui, ça va bien. Pour commencer, ceux qui ne savent pas, c'est quoi Cerdex, pour les gens qui ne connaissent pas ça? Cerdex, c'est un organisme régional de promotion des exportations. OK. Qu'on appelle dans notre langage des ORPEX. Des ORPEX, il en existe 18 au Québec, qui couvrent 20 territoires. Un ORPEX, ça fait quoi? C'est ça. Dans le fond, ça a pour mission d'accompagner, d'outiller, de soutenir les PME exportatrices dans leur développement hors Québec et hors Canada. Donc, on est vraiment tous présents. Là, nous, on est celui qui représente la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis, ça fait maintenant plus de 27 ans. OK. Fait que Cerdex, ça, c'est partout au Québec. Ça ne s'appelle pas tous Cerdex, mais on est tous des ORPEX. OK, parfait. On est financé aussi. Là, on a une partie de financement du gouvernement du Québec et du gouvernement du Canada, soit Développement économique Canada et le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, pour offrir vraiment, pour desservir des services de proximité à l'exportation aux entreprises de nos régions. On est vraiment sur le terrain pour aider les entreprises dans toute la préparation des exportations, pour qu'ils soient le mieux préparés pour diminuer tous les risques en lien avec l'exportation. Développer leur marché, etc. C'est ça. Ça représente combien d'argent, ça, mettons, pour la région, les exportations de ce qu'on peut faire pour les PME? C'est une excellente question. Ça dépend toujours. Je n'ai pas le chiffre en main ce matin, bien honnêtement, mais c'est quand même majeur, surtout quand on parle de la grande entreprise. Oui. Nous, chez Cerdex, c'est certain qu'on travaille plus avec les PME, donc les plus petites entreprises qui amorcent des démarches à l'exportation ou des entreprises qui exportent déjà puis qui veulent aller sur un nouveau marché ou qui apportent un nouveau produit. Faire mieux. C'est ça, challenger leur stratégie, voir est-ce que ce que je fais, je le fais bien, est-ce que je pourrais le faire mieux. Et puis, c'est quoi l'intérêt pour une... Tu sais, on comprend, là, bon, Rio Tinto, les grandes entreprises, ils sont déjà sur l'échiquier mondial. Mais quand j'ai une PME, je crée ma PME, au départ, j'ai l'impression que ce que je veux faire, c'est créer une entreprise pour chez moi, chez nous, donc donner des services, vendre des produits chez nous. D'où vient l'intérêt, de grandir et de vouloir aller vers les marchés financiers? Les marchés internationaux, excusez-moi. Il peut y avoir plusieurs raisons pour vouloir diversifier ses marchés, notamment pour augmenter ses ventes, pour augmenter ses bénéfices, pour croître, pour améliorer sa productivité, pour faire des économies d'échelle. Ensuite, on va avoir aussi des entreprises, ça va être pour être moins vulnérable. Ouais. Parce que quand on est très, très dépendant d'un marché, on le voit, là, ce qui se passe avec les tarifs douaniers, mais quand on est très dépendant d'un marché, après ça, quand ce marché-là nous fait des petites choses imprévisibles, ça fait en sorte que là, nos ventes, notre entreprise peut être en danger. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on peut vouloir diversifier ses marchés, justement pour être moins dépendant, moins vulnérable. Aussi pour commercialiser un savoir-faire ou une technologie unique. Oui, OK. Des fois, on appelle ça des entreprises nées pour exporter, des Born Global. OK. Donc, des entreprises qui, dès leur premier jour, vont avoir des technologies qui vont être dédiées aux marchés internationaux parce que le marché du Québec ne sera pas assez grand pour être capable de justifier les investissements des entreprises ou parce que, justement, c'est le marché mondial où le nombre de clients sur le marché local n'est pas suffisamment grand pour justifier tous les investissements d'une technologie très innovante. Parce qu'on a beaucoup d'entreprises innovantes là, qui vont innover, qui vont se démarquer avec des produits à haute valeur ajoutée qui vont avoir des avantages concurrentiels très forts parce que ça va avoir un avantage pour le client. On en a beaucoup, ça, quand même, des PME qui vont innover assez pour faire, je ne me rappelle plus du terme que vous avez dit, là, mais pour que ce soit intéressant, là, donc rapidement de viser les marchés mondiaux. Oui, ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on a des entreprises, justement, en lien avec les grandes industries, notamment l'aluminium, le bois. C'est ce qu'on appelle les équipementiers. C'est ça. On a beaucoup d'équipementiers qui ont développé des technologies pour pouvoir faciliter le travail de ces grandes entreprises-là.
ces entreprises-là, c'est certain qu'ils ont un bel avantage là, à pouvoir commercialiser leurs produits par la suite là, hors Québec. On en a-tu des entreprises ici qui déjà, quand ils se créent, eux, visent le marché mondial parce que c'est impossible de dire « Moi, mon produit n'est même pas fait pour le Québec, il est déjà pour l'extérieur. » Oui, ça arrive régulièrement. Okay. Oui, on accompagne beaucoup d'entreprises en démarrage que justement, on va être intégré très, très vite dans la stratégie parce que justement, il faut faire les études de marché, il faut qualifier les marchés, c'est quel marché qui est le plus potentiel pour pouvoir orienter les actions de l'entreprise puis les premières démarches pour pouvoir se lancer. Ouais, c'est intéressant tout ça. Et là, quand il arrive une bombe, là, parce que là, c'est ça, là, je veux dire, on est dans une quiétude depuis des dizaines et des dizaines d'années en lien avec les États-Unis. C'est notre principal marché d'exportation, notre principal partenaire économique. On parle de près de 70% de nos échanges qui sont avec plus près de 72,15. Oui, c'est ça. Comment on réagit à ça? Premièrement, c'est quoi l'impact que ça va avoir sur les entreprises de chez nous? C'est certain que les entreprises qui ont un très haut pourcentage de leurs ventes à l'exportation aux États-Unis, celles-là vont être grandement touchées. Là. Si je compare une entreprise qui a 90 de ses ventes d'exportation aux États-Unis versus une qui a 20 l'impact ne sera pas le même. C'est beaucoup plus facile de dire je prends mon 20 et j'essaie de le vendre sur mes autres marchés où j'ai déjà un pied, où mes démarches sont déjà amorcées, où je peux peut-être juste vendre plus à des clients que j'ai déjà. Ça, c'est plus simple. Tandis qu'une entreprise qui a 90 de ses ventes aux États-Unis, bien celle-là, il faut qu'elle envisage une diversification de marché quand même rapidement parce que des retombées à l'international, quand on parle de développer un marché, on va parler de retombées à court moyen terme. Donc, on va parler entre 18 et 24 mois, des fois avant de voir les premières ventes. Où là, tu es en train d'investir, de développer, c'est avant que ça commence. On identifie le marché, après ça, on identifie les clients potentiels sur le marché, il faut aller les rencontrer, il faut les convaincre de vouloir notre produit. Donc, c'est quand même des démarches qui sont qui bien préparées vont être plus faciles, mais il faut quand même les faire puis laisser le temps aussi aux clients de nous connaître puis de nous faire confiance. Oui, parce qu'à quelque part, il y a même des marchés américains, là, je pense à la Nouvelle-Angleterre, qui sont plus avantageux, plus près de nous que même l'ouest du Canada. Là. Donc, c'est plus facile d'exporter au Maine qu'en Colombie-Britannique. Est-ce que je me trompe? Oui, c'est sûr que la proximité des marchés, les transports, c'est plus près, c'est moins complexe. Fait que c'est sûr qu'il y a quand même une facilité avec les États-Unis qu'on avait. Mais le commerce interprovincial n'est pas à négliger. C'est quelque chose qu'il faut renforcer. Puis en plus, souvent, quand on pense exportation, on va dire il faut vendre hors Canada. Non, pour le gouvernement du Québec, vendre hors Québec, c'est exporter aussi. Donc, aller en Ontario, on pense pas. Des fois, on oublie aussi les maritimes. Ils sont des marchés très près qu'on pourrait avoir avantage à créer des partenariats avec eux. Puis même une très petite compagnie qui démarre à Dolbeau-Mississippi, par exemple, là, déjà, juste sortir de la région, ça doit être une première étape, en fait, là, de gagner le marché québécois, puis après ça, canadien. Ça dépend toujours du type de produit, je dirais. C'est quand même relatif. Les démarches sont pas les mêmes si on vend à une autre. Comme on va dire, on va aussi avoir du B2B, on va faire du business to business. Okay. Donc, on vend à une autre entreprise. Ça, c'est une chose. Fait que ça, c'est de vendre. Mais on va avoir aussi du B2C, du business to customer. Okay. Où là, on va vendre à un utilisateur final, un client. Fait que ça, c'est pas les mêmes efforts de vente. Si on veut vendre en ligne, c'est sûr que là, il y a beaucoup de ventes en ligne qui se font quand on fait du B2C, qu'on qualifie, qu'on vend à un consommateur, parce que le client peut commander en ligne, il y a de la publicité qui fait être faite. Mais en B2B, la clientèle n'est pas la même, on la retrouve pas à la même place. Donc, les actions vont être très différentes. Et là, ces tarifs-là, là, moi, peut-être que je comprends rien non plus, mais moi, l'impression que j'ai, c'est que ça fait davantage mal au marché américain. Est-ce que je me trompe? Tu sais, je regardais, là, on parle de mettre 25 de tarifs sur l'aluminium. Notre aluminium, ici, je veux dire, 60 s'en va. On vend à 60 du marché américain, c'est de l'aluminium canadien. Je vois pas leur intérêt de nous ajouter 25 %. C'est eux qui vont le payer au bout du compte. Parce que démarrer une aluminerie, là, ça peut prendre une dizaine d'années là, avant que ça soit... qu'ils puissent devenir, je veux dire, autonomes par rapport à cette denrée-là, je sais pas. Là, il y a beaucoup de choses dans cette question. Parfait, moi, si jamais je suis rendu trop technique, dites-moi-les parce que c'est pas long que je me ramasse dans le technique.
Mais premièrement, c'est sûr que c'est une stratégie de vouloir renforcer le développement puis de renforcer l'approvisionnement local aussi de leur côté. Fait que ça, c'est une chose du côté du gouvernement américain qui, eux, souhaitent mettre ça en place comme une stratégie pour renforcer. C'est comme l'achat local. Quand on veut faire la promotion de l'achat local. C'est ça. Sauf que pour faire de l'achat local, il faut que tu aies un marché local, dans le sens où, je veux dire, ils peuvent bien vouloir acheter de l'aluminium américain, mais s'ils n'en ont pas, ils font quoi? Ça, c'est ça. Comme je dis, c'est une stratégie. Est-ce que tout est réfléchi à court terme versus le long terme et tout ça? Ça faudrait poser la question aux personnes qui prennent les décisions là-bas. Ouais. Mais sinon, de notre côté, on a tendance à parler, là, on exporte, c'est l'importateur qui va tout payer. Dépendamment de nos contrats de vente avec nos clients. Aux États-Unis, dans la majorité des cas, j'ai pas la statistique exacte, mais c'est la majorité des cas, les entrepreneurs canadiens, québécois ont une double responsabilité. En plus d'être exportateur de notre produit vers les États-Unis, on est également l'importateur de notre produit aux États-Unis. Attendez, on l'exporte, mais en même temps, c'est comme nous qui doit le recevoir là-bas. Ça. Okay. Les Américains ont dit, vous voulez exporter chez nous, mais faites la paperasse. Occupez-vous des choses. Fait que comme je dis, dans certains cas, oui, dans les contrats de vente, on va dire qu'on fait dans les termes de vente, on appelle ça du DDP, là, du droit duty paid. Du droit duty paid, là, c'est les droits de douane sont payés jusqu'à la... C'est le client qui doit les payer. Mais dans la majorité des cas, c'est nous. Fait que moi, admettons, je suis une entreprise exportatrice, je dois faire toutes les formalités douanières pour importer mon produit. Donc, je dois avoir un courtier américain qui va se charger de faire l'importation en mon nom. Puis après ça, il va me charger les frais pour la paperasse, puis il va me charger s'il y a des frais de douane, aussi les frais de douane. Il va les payer à mon nom, puis après ça, il va me les refacturer. OK. Fait que ça, c'est moi dans mes... Tu sais, avant, on est dans un accord de libre-échange, on fait pas attention à ça, on se dit c'est beau, je t'inclus le prix dans tout ça, puis envoie-le. Mais là, dans un cas où là, il y a un tarif de douane de 25 %, c'est pas mal moins le fun d'avoir cette responsabilité-là. Fait que là, faut parler à nos clients américains, il faut leur expliquer la situation, il faut leur dire que là, les prix, puis là, nous autres, il faut qu'on remplisse notre paperasse comme il faut pour être sûr de ne pas être taxé sur le 25 %. Fait que, tu sais, il y a comme... Là, je veux pas trop m'embarquer là-dedans, comme là, c'est là que je me perds. Je suis capable d'aller très loin. Je veux parler là, mais... Fait que c'est pas nécessairement... Dans certains cas, oui, c'est l'Américain qui va payer le tarif selon les contrats de vente. Mais dans une grande majorité des cas, c'est nous qui allons le payer. OK. Mais si on vend directement au client, là, c'est le client qui va payer. Mais si on passe par une entreprise, là, c'est encore... pas nécessairement... Oui, généralement, ça, on fait... C'est des expéditions. Mais là, on rentre dans des exclusions, on rentre dans des termes de commerce en ligne, c'est des droits différents. Okay. Le commerce en ligne, tu as comme une règle du minimis qu'on appelle, que tu as le droit d'exporter une certaine quantité. Le prix de la valeur, ça est en bas de ça, tu n'es pas taxé. Mais OK, il y a plein de... Donc, c'est beaucoup... Moi, je dis souvent ça en politique, là, quand tu as une solution simpliste, ça ne fonctionne pas parce que c'est plus compliqué que ça. Puis là, ce que je comprends, c'est que c'est beaucoup plus compliqué que ce que je comprenais. En fait. Oui, on pense que je l'ai entendu quand même plusieurs fois. Là, c'est les Américains qui vont payer. Pas nécessairement. Pas nécessairement. Ouais. Puis, est-ce que les compagnies américaines, eux, peuvent faire... Tu sais, je voyais, par exemple, là, ce matin, on parlait des équipementiers en matériel médical. Et là, on voyait que les entreprises canadiennes et les entreprises américaines mettent de la pression, chacun de leur bord, sur leur gouvernement pour éviter, parce que c'est un marché qui est très, interrelié, là. Est-ce qu'on voit ça dans d'autres domaines ou là, c'était vraiment précis sur ce domaine-là? Là? Je dirais qu'il y a quand même plusieurs industries là, qui font leur représentation pour ça, mais c'est sûr que, encore une fois, je vais comme répondre à une autre question du point, parce que je trouve ça intéressant, parce que oui, il y a les tarifs de 25 % à l'exportation, mais nous, du côté canadien, on travaille aussi pour mettre des contre-mesures. Oui, c'est ça. Puis ces contre-mesures-là, admettons, moi, j'achète un équipement médical aux États-Unis puis que je l'importe au Canada, puis il y a une taxe de 25 %, mais là, c'est moi qui la paye parce que c'est moi qui importe la marchandise ici. Ouais. Fait que là, mon coût de marchandise va monter. Fait que c'est pour ça qu'il y a des pressions des deux côtés du gouvernement. OK. Parce qu'il y a les contre-mesures aussi qui peuvent avoir un impact dans nos coûts. Ben oui. Si tu as une entreprise qui se dit, moi, d'un matin, il y a une taxe de 25 % sur l'acier, puis je suis un équipementier, puis moi, j'ai besoin principalement d'acier pour construire mes équipements. On s'entend que mon prix de vente va changer parce que là, la valeur de
la conception pour la fabrication de mes équipements, ça va augmenter aussi. Fait que c'est pas juste les tarifs, c'est aussi, il peut y avoir d'autres impacts si on met des contre-mesures. Je comprends. Maintenant, pourquoi cette compagnie-là qui a besoin d'acier l'achète aux États-Unis quand on en a au Canada? Ça dépend toujours du type d'acier que tu as besoin. Ah, OK. Comme l'aluminium. Tu sais, l'aluminium, il y en a des milliers de sortes d'aluminium, dépendamment de la pureté que tu as besoin, dépendamment du type d'aluminium, dépendamment si tu l'as besoin en billette, si tu l'as besoin, tu sais. Ça, puis encore une fois, c'est des termes d'importation. Tu sais, on parle généralement d'aluminium, mais il peut dans le chapitre qui parle d'aluminium au niveau de la douane, mais il y a énormément de produits là-dedans, il n'y en a pas juste un. Oui, OK, je comprends. Fait que c'est le type, c'est tu le prends telle grosseur de diamètre, telle grosseur. Fait que ça dépend de ton besoin. Si tu as besoin d'une extrusion, si tu as besoin de plaques, si tu as besoin de feuilles. Fait que c'est... Puis rendu là, quand tu es l'entreprise, tu détermines ce que tu as besoin, puis tu trouves ça coûte techniquement moins cher au départ. Il faut que le produit soit disponible, il faut que le produit soit disponible dans les délais que tu en as besoin, il faut que... Fait que des fois, on pense que c'est facile de faire de l'achat local s'il y en a, mais c'est pas nécessairement le cas. C'est pas toujours aussi simple que de le dire. Ben, c'est ça. Ouais. Et là, qu'est-ce qu'ils doivent faire, nos entreprises? Tu sais, par exemple, là, ça arrive. Là, ils n'ont pas de contrôle. Ils peuvent pas appeler le gouvernement américain ou canadien ou peuvent mettre de la pression, mais tu sais, on sait que ça se passe à un autre niveau. Comment on doit réagir comme entrepreneur quand ça arrive? Premièrement, tu sais, moi, les premières questions, c'est tout. Je fais de la sensibilisation. Ouais. Est-ce que tu es importateur de tes produits aux États-Unis? Est-ce que tes contrats de vente sont flexibles? Est-ce qu'ils sont bien faits? Est-ce que tu as des clauses qui te permettent de changer certaines modalités de ton expédition? Après ça, est-ce que tu connais bien ta chaîne d'approvisionnement, la provenance de tes matériaux? Est-ce qu'il y a des impacts qu'il peut avoir? Tu sais, fait d'autres, on fait beaucoup de sensibilisation envers les entreprises pour que rapidement, ils voient l'impact sur leur entreprise. Mais, ça doit leur faire aussi comprendre là, à un niveau macro là, leur fonctionnement, parce que là, vous m'en parlez, puis là, je vois ça. Au départ, on a l'impression que ça se gère d'un petit bureau avec une personne devant un ordinateur. Puis là, on réalise que c'est tout l'impact, c'est toute l'entreprise. C'est pour ça que nous, on va à la rencontre des entreprises beaucoup. Là, notamment, la semaine prochaine, on a une activité, je pense que c'est le 19. Le 19 ici, pour en venir à la rencontre des entreprises, jaser avec elles. Les rassurer à quelque part? Ou discuter, prendre le pouls, justement, c'est quoi leurs besoins, les sensibiliser. On le fait beaucoup. Là. Moi, je dois répondre à des questions. Moi, ça fait des semaines que je parle de tarifs douaniers. Oui, j'ai lu beaucoup là-dessus. Ah, vous êtes bonne, en tout cas. Oui, puis, fait que c'est ça. Fait que ça, c'est une chose. Sinon, moi, ça fait, je disais tout à l'heure, Cerdex, plus de 27 ans. Moi, ça fait 16 ans que je suis chez Cerdex. Ça fait 16 ans que je dis diversifions nos marchés. Et ça, là, il semble qu'on disait ça dans les années 80. À l'époque de Pierre-Éliott Trudeau, c'était il faut s'éloigner, il faut diversifier nos marchés parce qu'on est trop dépendant du marché américain. Pourquoi on le fait pas? Parce que c'est la facilité, le besoin là, notre chaîne de production est toute utilisée pour déjà, fait que c'est la complexité. Dernièrement, on a eu la main-d'œuvre, on a eu, on a différents. Il faut pas penser que les entreprises ils le font. S'ils le font pas, oui, ils le souhaitent, plusieurs le souhaitent, mais souvent, c'est le manque de bras. C'est le temps que ça prend pour faire ça. Mais là, maintenant, on le voit là, on va être 4 ans comme ça. Tu sais, on a un électrochoc actuellement. Je pense qu'il faut saisir l'opportunité puis se dire, j'aime ça être positif. Saisir l'opportunité, voir comment on peut faire les choses mieux. Comment on peut se renforcer de nos chaînes d'approvisionnement locales. Est-ce qu'on peut mieux desservir le marché local au Canada? Comme est-ce que, tu sais, horizontalement, on peut travailler plus ensemble pour aller chercher des clients un petit peu plus loin, mais essayer de faire tomber les différentes barrières entre les provinces. Fait que ça, c'est une chose que nous, on travaille. C'est quoi les barrières entre les provinces? Avez-vous des exemples précis? Parce que je pense que pour plusieurs personnes pensaient que le commerce entre le Canada et les provinces, il n'y avait pas nécessairement, on n'a pas d'accord de libre-échange avec l'Ontario, par exemple. Bien, il y a un accord de libre-écge canadien, là, la LEC, je pense qu'il s'appelle, ou quelque chose comme ça. Que personne connaît. C'est ça, mais l'enjeu, c'est souvent des règles, des lois, des règlements, qui vont faire notamment en lien avec des professions. OK. Tu sais, comme dans le bâtiment, on va avoir les cartes. Les architectes. Tu sais, pas les architectes, mais tu sais, les ingénieurs, puis tout ça qu'il faut. Puis, fait que ça, il y a des enjeux qui font que ça crée des barrières parce que ce qui est approuvé au Canada n'est pas nécessairement approuvé en Ontario. Après ça, tu sais, peut-être pour être dans quelque chose de concret, la boisson. Et nous, ici, on a la SAQ, mais en Ontario, là, ils ont le LCBO.
Fait que c'est très complexe rentrer dans ces chaînes de distribution-là. Après ça, du côté agroalimentaire, les réglementations, et toutes les normes, les certifications que les entreprises doivent posséder pour pouvoir se démarquer là. Puis fait que c'est souvent, c'est ça, c'est des enjeux légaux qui vont faire en sorte que la barrière va dire, tu dis, gars, aux États-Unis, c'était plus facile, c'était plus proche. Fait que tu dis, tant qu'à faire un combat, je vais utiliser les certifications américaines, c'est plus proche, c'est plus facile. Mais là, peut-être qu'on peut démystifier ça d'un bord à l'autre, d'un océan à l'autre. Oui. Puis après ça, ça devient intéressant parce qu'une fois que tu es sur la côte ouest, là, tu as le marché asiatique qui est ouvert, qui est un immense marché, puisqu'il y a beaucoup de consommateurs. On pense que c'est 60% de la population qui est en Asie sur la planète. Puis le marché européen aussi, mais j'imagine que ce qui est complexe, c'est les frais de transport qui font augmenter les coûts. C'est les frais de transport. Je le disais tout à l'heure, pour diversifier ces marchés, il faut être bien préparé. Ouais. Il y a beaucoup de choses à prendre en considération quand on veut aller sur un nouveau marché. Puis c'est sûr que, ça coûte plus cher. Oui. Ça coûte plus cher parce qu'il faut embaucher des ressources. Faut développer. Faut se déplacer. Il Ouais. faut adapter notre site web. Faut traduire nos documents. Faut s'assurer de répondre aux différents enjeux culturels aussi, que c'est pas toujours la même manière de faire les choses. Nous, on est très nord-américains. Ouais. Fait que c'est pas partout dans le monde qu'on va vite comme ça pour faire des affaires. Il y a des gens qui ont besoin de plus de mise en contexte, de connaître les gens. Fait que on est beaucoup confrontés là-dedans aussi. Il faut qu'il y ait l'intérêt aussi de leur part de recevoir notre produit puis d'être ouvert. C'est ça, il faut être capable d'offrir le service, de répondre, d'avoir, admettons, si tu as des produits technologiques, mais il faut être capable d'offrir un service après-vente. Ouais. Oui. Il faut être capable de répondre à la demande 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y a plusieurs choses à mettre en place pour pouvoir être prêt à développer ces marchés-là. Fait que faut bien réfléchir. C'est du long terme. C'est du moyen-long terme, comme on disait tout à l'heure. Il faut mettre les efforts, il faut mettre les coûts. Souvent, on met beaucoup, on développe des produits, c'est dispendieux aussi. Oui, si ça ne marche pas, ça a un impact économique sur son entreprise. Si ça ne marche pas dans le délai que tu t'as prévu, là, parce qu'il faut que tu supportes ça financièrement aussi. C'est ça. Puis la commercialisation, il faut que tu la supportes quand même pendant c'est du 18 à 24 mois, mais il faut que tu investisses. Ouais. Faut que tu mettes de l'argent là-dedans, puis ça ne rapporte pas vite. Fait que si le marché change, ça a un impact. Ça a un impact, mais c'est que des fois, on vient essouffler aussi de mettre de l'argent. Ça va-tu finir par rapporter? Moi, j'ai des clients qui ont commencé à exporter quand j'ai commencé, il y a 15-16 ans chez Cerdec, j'avais des clients. Aujourd'hui, ils sont partout dans le monde. Mais les premières années qu'ils ont exporté, ils ne faisaient pas d'argent. Et ils ne faisaient qu'investir en commercialisation. Ils allaient dans toutes les expositions partout dans le monde. Ils se promenaient. Mais aujourd'hui, ils sont reconnus. Puis là, l'entreprise a fait de l'argent, elle est bénéfique, elle est présente partout à l'international. Mais il faut le faire. Il faut investir. Il faut avoir les reins aussi assez solides au départ là, pour pouvoir... On parle d'investissement, là, tu ne peux pas avoir de la misère à arriver à chaque fin de mois puis dire on va investir. C'est ça, puis c'est de se faire bien. Les entreprises exportatrices ont quand même un bon système, un bon écosystème à l'exportation au Québec, notamment avec nous, les ORPEX qui sont dans chacune des régions. Ouais. Puis, qu'on est là, on se déplace, on va en entreprise, on les aide à préparer leur plan à l'exportation, leur plan d'action, leur budget, ça va coûter combien. Puis aussi, des supports financiers de différents organismes. Il y a les organismes de développement économique local qui ont des petites aides. Après ça, il y a le gouvernement du Québec, du Canada. Puis il y a différents programmes. Fait que c'est de voir comment ils peuvent utiliser ces ressources-là en étant bien préparés pour pouvoir investir dans leur entreprise. Là, depuis un mois, le téléphone doit sonner davantage. Plutôt, oui. Parce que les gens sont inquiets, c'est ça. C'est des rassurés au départ? Faut se dire une chose, premièrement. Les entreprises exportatrices sont des entreprises qui sont quand même agiles. Ouais. C'est des entreprises qui sont habituées à vivre dans des climats d'incertitude, qui ont déjà vécu d'autres crises. On a vécu la pandémie. Oui. On s'en souvient, il n'y a pas si longtemps. Les entreprises exportatrices ont rebondi très vite par rapport à ça. On pensait que le commerce international allait s'écrouler dans les premières heures. Puis finalement, les entreprises ont saisi toute la commercialisation numérique qu'on appelle. Puis ils ont mis ça en marche, puis ils ont réussi quand même à consolider leur vente à l'exportation. Puis nous, on a travaillé très fort à les outiller là-dedans. Mais encore, fait que des choses comme ça, oui, ils se posent des questions, mais
se posent les bonnes questions pour pouvoir bien réagir puis pour pouvoir... on ne dit pas qu'il ne faut plus faire affaire aux États-Unis. Maintenant, c'est comment on fait si on veut consolider nos ventes aux États-Unis parce que c'est un marché dont on ne peut pas se passer. Bien, comment on fait pour consolider? Est-ce qu'on peut réellement pas s'en passer? C'est une question, là. Moi, je ne sais pas. Mais par exemple, c'est un bassin de 300 millions de consommateurs potentiels. Mais quand je regarde la Chine et l'Inde, on est à 2,5 milliards de consommateurs potentiels. C'est des marchés qui sont très... Mais j'imagine que c'est plus complexe que ça. C'est plus complexe que ça. On ne peut pas déterminer un marché en fonction de sa population. Okay. Parce que c'est pas toutes les on ne vend pas nos produits nécessairement tous à des consommateurs finaux. Oui, non, je comprends. C'est pour ça que j'aime ça que vous soyez là. moi, je porte la parole de monsieur, madame, tout le monde. C'est bien correct. C'est des questions qui me stimulent vraiment beaucoup. Mais tu sais, c'est ça. Fait que nous autres, quand on travaille avec une entreprise, on va dire, OK, c'est quoi c'est qui ta clientèle cible? C'est, tu sais, OK, ben moi, si je vends des équipements pour des fabricants automobiles, ben là, faut pas dire, on va aller, c'est où il y a le plus de fabricants automobiles. Là, on va faire un portrait, on va dire, OK, c'est lequel qui est le plus facile à atteindre. Tu sais, souvent, puis là, la compétition. Mm-hmm. Tu sais, c'est sûr que moi, si je me dis, tu sais, comme souvent quand j'explique, moi, c'est une pointe de tarte pour moi, un marché. Okay. C'est pas une pointe de tarte, c'est une tarte. Okay. Ça, c'est le marché. Ça, c'est le marché. Puis les pointes, c'est nos compétiteurs qui sont sur le marché. Là, je me dis, moi, je vends un produit au Québec. Mais on divise notre tarte en 6. On est 6 compétiteurs sur le marché du Québec. Fait que ma pointe, elle est grosse. Ouais. Mais là, moi, d'un matin, je me dis, je m'en vais en Chine. Mais là, oui, ma tarte va grossir. Mais on va être 1600 compétiteurs. Fait que ma pointe, est-tu plus grosse avec 6 compétiteurs au Québec? Ou elle est plus grosse avec la Chine. Puis, tu sais, après ça, cette pointe-là, là, à partir du moment où tu dis, OK, je décide d'aller chercher cette pointe-là, c'est quoi les efforts que je vais devoir mettre puis est-ce que pour ça va cette pointe-là versus si je me dis, ben peut-être que je pourrais aller à Toronto. Ouais. Où là, j'ai une tarte plus grande que celle du Québec, moins grande que la Chine, mais ma pointe, elle me nécessite moins d'efforts. Moins d'argent à investir. Parce que, tu sais, la Chine, on s'entend, c'est loin, la traduction, les partenaires. Tu sais, souvent, le gouvernement. Souvent, tu vas avoir tellement d'intermédiaires entre toi et ton client que tu vas laisser plein d'argent. Puis que ta marge de profit ne sera pas grande. Tu sais, il y a beaucoup de choses à réfléchir. C'est un gros risque, en fait. Là. Ben, c'est ça, le risque n'est pas le même. Fait que, tu sais, versus l'effort que je vais mettre versus ce que va me rester en bout de ligne, ça vaut-tu vraiment la peine? Fait que c'est ça qu'on réfléchit, nous, avec les clients quand on fait de la qualification de marché qu'on appelle. On va analyser tous ces éléments-là pour dire, OK, maintenant, où je vais. Fait que, souvent, c'est pour ça que des fois, on dit, mais les États-Unis demeuraient la solution la plus simple. Puis quand on dit, on peut-tu se passer des États-Unis, ben c'est un très gros marché. C'est un marché de proximité. C'est un marché où plusieurs entreprises ont déjà le pied. Oui, absolument. Puis nous autres aussi, quand on qualifie des marchés, on va dire, OK, c'est quoi le risque? Tu sais, arriver avec un nouveau produit dans un nouveau marché, c'est très risqué. Arriver avec un nouveau produit dans un marché existant, c'est moins risqué. Oui. Vendre un produit à un client que tu as déjà, c'est plus facile. Ben oui. Tu sais, puis on va souvent aussi, tu sais, quand on réfléchit avec les entreprises, on dit, c'est qui ton 20 de clients qui te génèrent 80 de revenus? Ce client-là, on peut-tu le copier à l'international? C'est OK. Ouais. Puis aussi, on peut-tu vendre plus déjà aux clients que tu as déjà? Oui, développer avec lui déjà. C'est ça. Fait que de dire, demain matin, on ne vend plus du tout aux États-Unis. Ben, j'ai entendu ça, là. Moi, quelqu'un qui disait, on a juste à les ignorer, puis si tout le monde les ignore, on va se faire un marché à part. Oui, mais si on décide de les ignorer, la nature horreur du vide, il y a des gens qui vont prendre ces parts de marché-là qu'on avait avant. Là. C'est niaiseux un peu. Comme on dit, des retombées à moyen long terme. Ouais. Mais si on perd nos ventes là, puis on va avoir un trou, fait que c'est de voir comment on peut consolider ce qu'on fait déjà tout en continuant de diversifier nos marchés. Oui. Puis le marché économique aussi, c'est quelque chose que le politique a peu... Là, je pourrais dire... Tu sais, on n'est pas des dictatures communistes où tout est régi, là, dans le sens, le marché est très important. Fait qu'à un moment donné, le politique a beau prendre des décisions, c'est le marché qui va décider un peu, là, non? Tu sais, comprenez-vous ce que je veux dire? Tu sais, par exemple, là, je regardais la bourse, là. Moi, j'avais dit à mes étudiants, regardez, lundi prochain, la bourse va tomber. La bourse est tombée lundi prochain. Pourquoi? Parce que le marché, lui, il n'est pas tributaire des politiques. Lui, il réagit parce qu'il y a des gens qui achètent et qui vendent des actions. Ouais. Fait que j'imagine qu'il y a une limite aussi à ce que le gouvernement américain
peut faire pour s'aborder nos relations économiques? Je sais pas. Tu sais, c'est relatif, là. C'est de voir, c'est sûr que, tu sais, ça a un impact sur tout. On le voit, la bourse tombe. Mais nous autres, ça peut être plus facilitant parce que là, notre taux de change est plus avantageux avec les États-Unis. Ouais. Fait que, tu sais, ça... Je dirais que tout est interrelié pareil. Fait que, tu sais, c'est de voir. Puis j'entendais aussi, tu sais, ben là, tu sais, le Mexique aussi, eux autres aussi font des efforts. Ils ont toujours acheté des choses des États-Unis qui pourraient se procurer au Canada. On a des opportunités là aussi à aller chercher. Fait que c'est comme on... Ça va être de se montrer plus intelligent que le problème. C'est diversifier nos marchés. Comme je le dis depuis des années, ça fait en sorte qu'on est avantagé parce qu'on est moins dépendant. Fait que ça, c'est sûr que c'est un incontournable. Il faut regarder à diversifier nos marchés. Puis, par la même occasion, saisir l'opportunité de cette situation qu'on n'a aucun contrôle. Non, puis là, qu'on voit très négativement, mais qu'on pourrait tenter de revirer pour voir comment que ça peut être positif. Bien, c'est ça. C'est de voir comment, OK, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On se vire de bord. Quelle stratégie on met en place? Est-ce qu'on augmente nos prix? Qu'est-ce qu'on fait d'abord sur le marché actuel? Parce que, tu sais, faut à court terme, il faut répondre à ça. Si le 1er mars, on se fait imposer des tarifs douaniers, bien, il faut être prêt. Oui. Fait qu'il faut voir, tu sais. Puis on le dit, hein, j'ai beau dire, moi, demain matin, OK, c'est beau, je m'en vais en France. Ben... La France, es-tu prête à m'accueillir? C'est ça. La France, ben là, il faut que tu la convainques. Fait que, tu sais, on peut pas dire qu'on met toutes nos billes dans l'autre panier. Puis c'est pour ça que se fait pas rapidement. Il y a quand même beaucoup d'efforts qui est fait actuellement pour conserver nos relations avec les Américains. Puis, tu sais, on dit on boycotte, faut faire attention. Moi, je pense qu'il faut consommer intelligemment. L'achat local, c'est pas nouveau. Non, c'est pas nouveau. Il faut encourager l'achat local. On a des bons fabricants ici. Mais quand c'est pas produit localement ou ça se produit pas, ben là, il faut... Ben c'est ça, mais tu sais, l'international, ça apporte des belles choses. Ça nous permet d'améliorer ce qu'on fait, de le faire mieux, d'aller voir qu'est-ce qui se fait ailleurs. Puis après ça, on se développe aussi. Il faut pas non plus penser que c'est négatif. Puis ici, au Canada, on fait bien les choses. Vous arrêtez là-dessus? Oui. Nous, on prend une petite pause. On revient tout de suite après. Restez, c'est vraiment très, très, très instructif. À tout de suite. La télévision communautaire autonome parle des enjeux locaux, donne une voix aux citoyens et citoyennes en plus de faire rayonner les talents d'ici. Accessible à tous, elle appartient à la communauté et donc à vous. J'ose ma télé communautaire, mon média de proximité. Ben moi, c'est Lydia, j'ai 27 ans, je viens du Saguenay, puis je suis éducatrice spécialisée. Je suis venue rester au pays des Bleuets, la proximité de la forêt, puis le mode de vie. Puis mon but, c'est de m'établir ici, éventuellement m'acheter une petite maison avec mon chien. Ben le monde est accueillant. Puis j'aime que mes passions soient très accessibles, là, la pêche, la chasse. Ce que j'aime le plus, c'est que, regarde, je suis venue travailler, je prépare mes affaires, 5 minutes plus tard, je suis dans le bois puis je pêche. Ce qui me faisait le plus peur, c'est de m'éloigner de ma famille. Puis finalement, en arrivant ici, je me suis fait des amis qui sont devenus un peu comme ma famille. Ah oui, je leur offrais déménager au pays des Bleuets, c'est la plus belle décision de ma vie à date. Je m'appelle Stéphanie Gagnon, je suis directrice des opérations et copropriétaire de Trium Média et du Nouvel Hebdo. Trium Média, ce qu'on fait principalement, c'est imprimer et produire des journaux, donc du contenu journalistique, mais aussi un beau volet de notre entreprise qui est la propulsion des entreprises d'ici par le biais de campagnes publicitaires qui peuvent être soit au niveau du papier, mais aussi on a un département web qui s'occupe vraiment de A à Z de la production publicitaire et du bon positionnement de nos entreprises. Trium Média, c'est 27 employés. On a 3 bureaux au Lac-Saint-Jean. En plus de nos journaux imprimés, on a aussi des magazines qu'on va sortir de façon sporadique. On a des associations avec différents intervenants du milieu pour propulser leur communication. On a reçu plusieurs prix depuis le début de la fondation de Trium Média, entre autres au Gala des hebdos du Québec. On s'est positionné avantageusement avec le Nouvel Hebdo qui a été en 2022 le journal de l'année. L'achat local, pour moi, c'est le premier pas qu'on peut faire comme consommateur pour avoir un milieu dynamique. Quand on se promène, par exemple, au Festival du Bleuet ou à Cépage en fête, qu'est-ce qui finance ces beaux événements-là? Il y a beaucoup des commanditaires qui sont des entreprises d'ici. Quand on veut un milieu dynamique, la première chose à faire, c'est d'encourager les entreprises d'ici. L'achat local, ça permet de garder des emplois de qualité aussi. Ici, quand on investit dans notre milieu,
c'est gagnant. On entend souvent les gens dire « Ah, ben il n'y a pas beaucoup de variété, tout ça », mais c'est une roue, hein? Fait qu'à partir du moment où est-ce qu'on décide d'investir de façon majeure dans nos commerces d'ici, bien, c'est plus facile nécessairement après ça d'implanter une diversité, d'implanter une variété, une qualité. Souvent, on dit on va faire l'effort de le faire pour les fêtes. Puis c'est super, c'est parfait, continuons de faire ça. Mais c'est à l'année qu'il faut avoir cette sensibilité-là d'investir dans les entreprises de chez nous qui vont employer nos voisins, nos amis, nous-mêmes, nos enfants. Tu sais, si on veut offrir à la postérité un milieu qui va bien, un milieu dynamique, un milieu économique favorable, bien, les premiers pas à faire, c'est au niveau des consommateurs. Chez Trium Média, c'est vraiment un souci qu'on a très important pour nous de faire affaire avec des entreprises d'ici. Nos achats sont toujours exclusivement locaux, puis on est fiers. On est très, très fiers de faire ça. On est un journal, puis on aime être en synergie avec notre communauté, fait qu'on a plusieurs implications avec les festivals, quand il y a des événements aussi. Je pense qu'à l'approche du temps des fêtes, puis à l'année, ça vaut la peine de faire l'effort que peut-être on fait plus depuis un certain temps, c'est d'aller voir nos commerçants locaux. Vous allez être surpris de voir comment est-ce qu'ils sont à l'écoute, qui ont une belle variété à vous offrir, qui sont là pour vous aider. L'achat local, c'est un gros plus pour nous. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe. Réseau Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est l'accès direct à 200 artistes, organismes, travailleurs et travailleuses culturelles. La culture au Saguenay-Lac-Saint-Jean, une culture de proximité. On est de retour. Je vous rappelle qu'on parle de tarifs douaniers avec Nadine Brassard de Cerdex. C'est vraiment, vraiment très, très instructif. Madame Brassard, j'aimerais ça comprendre aussi, tu sais, une entreprise, par exemple, qui vend déjà juste au Québec, elle va se dire, bon, moi, ça n'a pas d'impact sur moi. Est-ce que c'est vrai, ça, ou ça c'est pas vrai? Bien, pas tout à fait, parce que tout à l'heure, je vous parlais de ma tarte. Là. Ouais. Si on revient avec notre tarte, moi, ma tarte, c'est le Québec. Puis là, ben, tu sais, dans les dernières années, tout mon marché est là. Mais là, admettons que d'un matin, il y a des tarifs de 25 qui sont imposés à mes compétiteurs qui, eux, avaient lâché le marché du Québec pour développer la Nouvelle-Angleterre, par exemple. Mais là, eux autres, ils vont être intéressés à revenir au Québec. Ah ouais. Fait que là, moi, tu sais, ma pointe de tarte, là, que là, j'avais presque à moi tout seul. Mais là, je me retrouve que j'ai des joueurs qui viennent soumissionner sur les mêmes appels d'offres. Fait que là, je commence à perdre, tu sais, ma pointe à rapetisse. Fait que je peux perdre des contrats, même si je pense que je vends pas aux États-Unis. C'est un peu on pourrait associer ça un peu à ce qui se passe dans le marché du bois, où on dit j'en exportais beaucoup aux États-Unis. Là, on va essayer de garder notre bois au Canada, mais là, ce bois-là, ça va être rentré en compétition avec des petites scieries qui vendaient déjà juste au Canada, c'est ça? Bien, c'est ça. C'est sûr que s'il y avait des petites scieries qui vendaient sur le marché local, bien là, ça peut arriver que là, la grande industrie va prendre cette part de marché-là. Fait que on peut perdre des ventes, même si on pense que ça ne nous touchera pas. Fait que l'impact des tarifs douaniers, c'est pas juste pour les entreprises qui exportent. Puis des fois, on pense même pas. Comme, admettons, moi, tous mes clients sont au Québec ou au Canada, puis on pense pas que nos intermédiaires, si je vends à des distributeurs ou que je vends à d'autres entreprises, qu'elles peuvent revendre mon produit aux États-Unis, ou que si je vends des pièces à l'intérieur d'autres équipements, bien, je peux avoir mes pièces que je vendais, si mon client n'achète moins. Parce que lui, son marché est plus saturé. Son marché diminue parce que là, ben, il perd des ventes parce qu'il est rendu trop cher sur le marché d'exportation. Ben, ça peut arriver que je perde des ventes. Fait que même si on pense que moi, j'exporte pas, ça me touche pas, ces tarifs-là, il faut réfléchir plus large. Il faut vraiment prendre un pas de recul et dire, attends un peu, c'est qui mes clients actuels? C'est qui mes clients actuels? C'est quoi leur part de marché? Puis est-ce que ces tarifs-là peuvent quand même avoir un impact sur moi? Oui, parce que le marché canadien, on a beau dire on va vendre plus au Canada, mais il reste qu'il peut se saturer assez rapidement là, si tout le monde fait ça. Là. Ben c'est ça, si tout le monde se met là-dessus. Fait qu'il faut pas, tu sais, il faut se dire, OK, quel marché avec des S
peuvent être potentiels. Oui, il y a le marché interprovincial qui est super intéressant. Il faut renforcer nos chaînes d'approvisionnement, essayer d'être un petit peu plus autosuffisant localement. Mais au-delà de ça, si on veut continuer à croître puis qu'on veut conserver nos parts de marché qu'on a actuellement, puis même plus, puis faut se diversifier. Puis une statistique intéressante que je peux peut-être vous mentionner, nous, à l'automne dernier, nous, les ORPEX, on fait partie d'un réseau provincial qui s'appelle Commerce international Québec, qui est le réseau des ORPEX du Québec. Je suis également présidente de ce réseau-là actuellement. Puis, ils ont fait une étude. Puis, on fait auprès d'entreprises, d'entrepreneurs de la région, et tout, pas de la région, mais du Québec, pour demander est-ce que vous exportez sur d'autres marchés, tout ça. Puis, bien sûr que la majorité, on le sait, là, sont aux États-Unis. Mais on a dit, OK, c'est quoi l'impact de la diversification de marché pour vos entreprises? Bien, on a découvert qu'une entreprise qui va sur un seul autre marché d'exportation augmente considérablement la valeur des exportations. Il y en a même qui sont allés jusqu'à la quintuplée. Mon Dieu. Fait que ça a vraiment... La diversification de marché, c'est très payant. Puis payant rapidement. Fait que il faut pas sous-estimer ça. Parce que, tu sais, actuellement, on est très dépendant des États-Unis. Mais ça peut être payant de se diversifier aussi. Fait qu'il faut pas négliger cet élément-là. Vous m'avez dit quelque chose aussi, là, il y a quelques instants, c'est qu'on veut continuer à croître. Ça existe-tu des compagnies qui se disent « Moi, j'ai pas besoin de grandir, je veux rester comme je suis là, puis je suis bien là-dedans ». Ça existe aussi, oui, ça? Oui, tout à fait. OK. Je me demandais si c'était... pourquoi il y avait toujours cette... non, mais il y a ça, besoin. Mais si on veut rester comme on est, il faut qu'on conserve nos parts de marché. Oui, c'est ça. Donc, il faut continuer d'investir, de tisser des liens, de s'assurer que personne ne va venir prendre notre place, en fait. Bien, c'est ça. Puis qu'on garde... Tu sais, ce qu'on n'aime pas dans la vie, c'est congédier des gens parce qu'on manque d'ouvrage. Oui. Fait que pour ça, il faut qu'on continue à vendre. Fait qu'il faut toujours investir, puis faut pas sous-estimer la commercialisation. Même si c'est souvent coûteux, puis on le sait, tu sais, des fois, quand les ventes baissent, on va couper des ventes, on va couper, tu sais, le marketing. Le marketing. Mais tu sais, nous autres, on va souvent comparer ça à ça. On va dire, tu sais, le marketing, tu sais, ton entreprise, c'est ta voiture. Mais l'essence que tu mets dedans, ou tu sais, l'énergie, peu importe, c'est ce qui fait qu'elle avance. Ben, le marketing, c'est ça. Oui, c'est ça. Ça devrait être la dernière place qu'on devrait couper, en fait. Ben, c'est ça, mais c'est souvent la première place parce que, justement, souvent, il faut mettre beaucoup d'efforts avec les retombées arrivent. Fait qu'on pense que c'est une dépense, mais c'est un investissement, le marketing. Il faut investir intelligemment. C'est pour ça qu'il faut bien faire nos recherches, aller chercher la bonne information sur les marchés pour pouvoir être bien préparé puis investir, mettre le moins d'efforts possible qui va nous rapporter le maximum. Puis, au niveau des tarifs, là, on voit que pour certains tarifs, l'administration américaine vise le Canada puis le Mexique. Mais pour d'autres, il met les tarifs partout à travers le monde. Est-ce que ça crée une différence pour nous, ça? Que les tarifs soient mondiaux ou juste axés sur le Canada? Bien, c'est sûr que quand c'est ciblé, on dit, moi, j'impose des tarifs de 25 % au Canada pour le Mexique. On cible des pays, on est en guerre commerciale. Comme les États-Unis font depuis des années avec la Chine. Oui. À la dernière, quand Trump était au pouvoir la dernière fois, il a mis 25 % de tous les produits chinois, la plupart des produits chinois. Bien, ça, c'est encore de vitalité. Puis, tu sais, il a annoncé un nouveau 10 %. Fait que 10 %, tu sais, c'est quand même élevé, là. Fait que ça, c'est lancer une guerre commerciale à un pays pour le défavoriser, pour vendre chez lui. Mais ça, admettons, on dit, j'impose des tarifs douaniers pour tout, tu sais, comme là, ce qu'il a parlé en fin de semaine, dans les derniers jours, d'imposer des tarifs de 25 % sur tout l'acier et l'aluminium importé. Mais là, tout le monde est sur le même pied d'égalité. Il n'y a pas des gens qui sont favorisés par rapport au Canada. Tout le monde est égal. Fait que là, tu te dis, ben tout le monde va monter. Ouais. Tandis que tous les prix vont monter de tout le monde de façon égale. Tandis que si c'est juste le Canada qui a ces tarifs-là, ben là, les autres pays peuvent exporter. On n'est pas touché, on ne tombe pas compétitif. C'est comme les accords de libre-échange. Ce qui nous a toujours favorisé avec les autres pays, c'était notre accord de libre-échange avec les États-Unis puis le Mexique. Oui. C'est très, très, très complexe, tout ça. non, mais c'est un monde incroyable. Oui, c'est un monde incroyable. Qu'est-ce qui arrive dans des moi, je pourrais dire, comme par exemple dans le domaine de l'automobile. Ce que moi j'ai lu, c'est que pour fabriquer une automobile, c'est que nos chaînes de fabrication d'automobiles entre les États-Unis et le Canada sont très interreliées. Puis pour une automobile faite, elle a traversé
7 fois la frontière entre le Canada et les États-Unis, parce qu'il y a des morceaux qui sont faits là, on les envoie là-bas, etc. Est-ce que ça va avoir un impact, ça aura un impact sur le prix des véhicules à quelque part? Effectivement, c'est évident que, encore une fois, là, on rentre dans la complexité douanière, ce qui n'est pas toujours simple. Mais admettons que moi, je vends d'abord une pièce d'aluminium. On la coupe, on l'envoie aux États-Unis. OK, un premier 25 % qui est mis sur la valeur. Là, après ça, eux autres, ils donnent de la valeur ajoutée à cette pièce-là. Fait que là, ils réexportent. Là, il y a un 25 % sur la valeur ajoutée qui a été mise au produit. Après ça, là, nous, ici, on la travaille. On va remettre encore de la valeur ajoutée. Là, il va y avoir un autre 25 % qui va être mis, mais c'est toujours juste sur la valeur ajoutée, pas sur la valeur totale de la pièce, juste sur la valeur. Fait que ça fait un ping-pong comme ça. Fait que c'est sûr que sur le prix final, le produit va être très augmenté. Si, par exemple, c'est hypothétique, là. Tu sais, en Allemagne, ils ont ouvert, par exemple, dans le marché de l'automobile, ils ont ouvert aux automobiles chinoises. Et là, ce qu'on a vu, l'effet que ça a fait, c'est que tous les automobiles européennes, américaines qui se vendaient en Allemagne, le prix a baissé parce que la concurrence s'est créée. Puis là, c'est le consommateur qui gagne à ce moment-là. Peut-être que les entreprises n'étaient pas contentes. Mais ça serait-tu une idée qui pourrait être intéressante pour mettre de la pression sur les États-Unis puis dire, ben si on veut continuer de garder notre marché de l'automobile, il faut, je sais pas. Encore une fois, vu que là. Tout est interrelié, il faut faire attention aussi de ne pas pénaliser nos entreprises qui bénéficient de toute cette proximité-là. Comme on dit, c'est très interrelié, les deux économies. Il y a des entreprises québécoises qui bénéficient, qui travaillent en étroite relation. Fait que là, si on fait rentrer des fabricants étrangers, ben là, on peut nuire à nos sous-traitants qui sont tous dans la chaîne de construction de ces automobiles. Mais nos consommateurs, monsieur, madame, tout le monde, lui, il pourrait gagner. C'est un balancier qui est quand même assez complexe. Oui, mais c'est ça. Mais là, si on perd des emplois, que c'est quand même... J'aime ça. Là, chaque fois qu'on... Mais c'est ça. Tout a toujours un impact sur d'autres choses. Actuellement, ça de quoi notre économie est faite, c'est d'avoir des bons emplois, de créer de l'emploi payant, de créer des bonnes jobs. Fait que, c'est de voir c'est quoi qu'on priorise. Parce que là, si le consommateur paye moins, mais en bout de ligne, nous autres, on s'appauvrit. Fait que si on est globalement plus pauvre, on fait moins fonctionner l'économie. C'est ça, mais tu sais, oui, OK, là, au niveau du consommateur, il paye moins, mais tu sais, on fait travailler les gens ailleurs. Oui, c'est ça. On fait pas travailler notre monde à nous. Fait que là, tu sais, quand on parle d'encourager local, c'est tout ça aussi. Fait que, tu sais, tout a toujours un impact sur notre économie. Chaque fois que j'ai un argument, vous me démolissez. Mais c'est pas démoli, c'est juste je sais, mais c'est... En exportation, vous avez une compréhension extraordinaire, en fait, de tout ça, là. On réfléchit, nous, tu sais, quand on travaille avec les entreprises, c'est toujours on prend toujours ce pas de recul. Là, tu sais, on a un service d'accompagnement qui s'appelle Hélico, par exemple. Pas que je veux le plugger, mais c'est pour dire que nous autres, ce qu'on fait quand on travaille avec une entreprise, c'est qu'on embarque avec d'autres dans l'hélicoptère, on s'élève au-dessus puis on prend une vision globale. Ouais. On se décolle le nez sur l'arbre. On prend une vision globale puis on prend nos décisions en fonction de tout l'environnement externe puis des impacts. C'est oui, on va avoir tout ce qu'on peut contrôler, mais tout ce qu'on contrôle pas. Puis là, maintenant, quand on dit qu'on a des entreprises agiles, bien, c'est pour ça, c'est parce que quand tu te mets à exporter, il y a plein d'éléments que tu contrôles plus. Ouais. Mais il faut que tu apprennes à vivre avec tous ces éléments-là. Il faut que tu prennes tes stratégies en fonction de ça. Puis, du jour au lendemain, il peut arriver un désastre naturel à un marché que tu visais, puis pouf! Tu sais, moi, tous les plans à l'exportation que j'ai faits avec mes entreprises en décembre 2019, au mois de mars 2020, il n'y avait plus un plan que j'avais fait qui fonctionnait. À cause de la COVID. Ouais. Un plan d'action, c'est vivant, c'est toujours des choses comme ça. La même chose. Tous les plans qu'on a faits à l'été dernier, bien sûr, quand Trump, ça fait un petit bout qu'on le sent arriver, on le sait qu'il va imposer des choses, mais tu sais... On pensait pas que ça allait être aussi vite, aussi gros. Ben, je sais pas, au début, pendant sa campagne, il parlait de 10 %. Vers la fin, il est arrivé avec du 25 %. Là, on a du 25 % qui nous a dit, mais on reporte toujours. Hein, finalement, ça ne sera pas le 20 janvier, ça va être le 1er février, ça va être le 1er mars, ça va être le 1er avril. On ne le sait pas, là, mais c'est l'incertitude qui nous plane tout le temps au-dessus de la tête. Comment on fait pour vivre avec? On se challenge énormément, puis les entreprises essaient d'être créatives dans tout ça, puis c'est quand même, malgré la fébrilité, malgré l'incertitude, on voit qu'ils cherchent des solutions. Qu'est-ce que vous pensez des contre-tarifs? Tu sais,
Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce qu'on a vraiment le choix? Parce que sinon, on a l'air de faire de la plat-ventriste. Là, si on fait rien, si on répond pas, mais est-ce que c'est toujours une bonne idée? Puis est-ce qu'il faut choisir les secteurs? Là, je pense beaucoup à l'énergie. Tu sais, je voyais ce matin qu'on vend notre électricité moins cher au Maine puis à l'État de New York qu'on le vend aux Québécois. Ça peut nous amener à nous poser des questions, non? Sur notre rapport avec les États-Unis et ces contre-tarifs-là. Est-ce que ça aurait vraiment un impact? Bref, je vous écoute. Oui, c'est sûr que ça a des impacts. Puis je pense que nos autorités actuellement réfléchissent beaucoup avec les différentes parties prenantes pour voir c'est quoi les impacts que ça peut avoir, qu'est-ce qu'on peut faire mieux, qu'est-ce qu'on peut faire différent. Encore une fois, c'est assez complexe, comme on le dit. Ouais. Oui, je pense qu'on n'a pas le choix d'avoir une réponse. On a quand même dévoilé une partie du jeu au début février passé. Qu'est-ce qui allait être mis là actuellement? On touche plus les produits de consommation qui peuvent être substitués par d'autres produits. Donc, on voit qu'on pense quand même... Exemple, on pense au consommateur final, à nous, là, les consommateurs, les citoyens qui allons consommer. Fait que là, actuellement, on est là, c'est allé là. Après ça, là, ça va être de valider justement, comme j'expliquais un peu plus tôt, les impacts dans les chaînes d'approvisionnement des entreprises, quelles substitutions qui peuvent être faites, est-ce que ça peut être fait, sinon c'est quoi l'impact sur les prix de vente. Ça peut être positif, mais ça peut être négatif, dépendamment de notre type d'entreprise, c'est notre ça. type de Puis là, c'est sûr que pour tout ce qui est de plus grande entreprise, moi, je suis un peu moins là parce que je travaille plus avec les PME, mais c'est sûr que, comme je dis, les autorités échangent beaucoup. Si j'entendais ce matin là, sur la route que les premiers ministres sont en route pour Washington aujourd'hui. Fait que c'est d'aller... Je pense que les personnes rencontrent, il y a des pouvoirs d'influence dans tout ça, il y a des jeux de coulisses qui doivent se faire. Puis le but, c'est, je pense qu'il faut que ce soit bien réfléchi. Puis que s'il y a des entreprises, c'est justement qu'ils voient qu'il y a des choses qui peuvent avoir des impacts très grands, c'est de le manifester rapidement, d'en parler avec des gens comme nous, d'autres personnes de leur entourage qui peuvent faire monter l'information pour que s'il y a de très gros impacts qui peuvent arriver auprès des industries, on va être là pour y répondre. Oui. On entendait le président américain dire vous n'êtes pas content, déménagez vos usines, venez, amenez vos usines chez nous. Bon, OK. Est-ce que ça, c'est une bonne idée pour une entreprise de dire je vais aller me créer une filiale, je vais m'acheter un terrain, je vais développer quelque chose là-bas, ou au bout du compte, c'est vraiment se tirer dans le pied parce que là, on perd, je sais pas, notre expertise, notre milieu, notre territorialité? C'est de voir comment ça peut être fait en conservant le maximum de retombées économiques localement. Ouais. C'est encore une fois, c'est de bien réfléchir la chose. L'implantation à l'étranger, ça reste une stratégie d'exportation. Oui. Ça reste que c'est... Sauf que les taxes, il y a des choses qui vont être payées à l'étranger plutôt que chez nous. Fait que ça a un impact c'est ça, aussi mais si ça fait en sorte que, ça dépend. C'est comme on dit, il reste quand même beaucoup de retombées, puis ça augmente quand même les retombées économiques ici au Québec. Ça fait rentrer de l'argent nouvel, que l'argent qui rentre est quand même ici au Québec. C'est de voir... C'est de peser la juste mesure, c'est de voir c'est quoi l'impact. Une entreprise qui me dit, moi, Nadine, j'ai 90 de mes ventes aux États-Unis, j'ai pas le choix d'aller m'implanter, sinon, je perds tout. J'ai pas le choix d'aller transférer une partie de ma production là-bas. Je vais transférer juste cette portion-là pour garder le maximum d'ici. Je garde ma propriété intellectuelle, je garde toute mon ingénierie, je garde tout ça. Il y a moyen d'aller s'implanter à l'international. Puis j'ai beaucoup de clients qui sont déjà implantés sur différents territoires, puis c'est que bénéfique pour le Québec. Il ne faut pas juste voir ça négativement. C'est vraiment de bien le réfléchir puis de se dire, c'est sûr que là, il y a beaucoup de grandes séductions. Des entreprises qui sont collées sur les lignes, des entreprises labo, ces entreprises de ce point-là qui ils se font, viens chez nous, puis c'est plus facile, mais c'est d'autres démarches, c'est d'autres investissements. Il faut avoir les reins solides. C'est de réfléchir le modèle d'affaires. C'est de voir l'impact que ça peut avoir sur notre économie. Puis, comme on dit, nos entrepreneurs, ils réfléchissent bien, ils prennent les bonnes décisions. Puis, l'implantation à l'étranger, sur certains territoires, tu n'as pas le choix de faire ça déjà. Oui. Dépendamment où tu vas aller à l'exportation. Fait que, c'est une stratégie, ça restera une stratégie, mais c'est de le faire de la meilleure manière possible. Qu'est-ce que vous pensez du mouvement, là, en ce moment? Les gens disent boycottons les produits américains. Je pense, entre autres, à Amazon. Amazon, ça a été démontré... que ça tue l'économie locale parce que, c'est tellement gros. Puis là, ils vont de faire perdre quasiment 3000 emplois au Canada en fermant leur centre de distribution. Et vous en pensez quoi, ça? C'est une bonne idée, pas bonne idée, ou ça dépend du produit, ça dépend de l'entreprise?
Tu sais, tout, comme on dit, favoriser l'achat local, ça reste que c'est la meilleure pratique. C'est une pratique qu'on doit avoir dans notre quotidien, encourager nos entreprises locales. Je pense que c'est un incontournable. Après ça, les boycotts, je pense qu'il faut qu'on peut utiliser aussi nos moyens, les moyens qu'on a comme consommateurs de répondre à ce qui se passe aux États-Unis. Mais déjà, si on a une réflexion sur notre consommation, c'est déjà, je trouve, collectivement positif. C'est une belle sensibilisation. Après ça, de dire oui, tu sais, comme peut-être que notre impact n'est pas si grand, mais c'est un message quand même qui est donné. Puis si jamais il y a cet impact-là, fait en sorte que quelqu'un dit, moi, je perds des ventes au Canada parce que le président impose des tarifs ou il peut déclarer une guerre commerciale au Canada, puis moi, ça a un impact, puis que lui, il dit ça à une bonne personne, puis que ça fait en sorte que ces tarifs-là tombent. Ouais, encore une fois, tout est une goutte de l'eau dans l'océan. Des fois, c'est une goutte d'eau dans l'océan, ça peut tout changer. On sait qu'aux États-Unis, là, l'état de l'économie est extrêmement important, ce qui fait que si ça a un impact, si la présidence américaine fait un énorme impact sur l'économie américaine, c'est là que ça va mettre de la pression. Il ne faut pas oublier, nous, on a beaucoup de nos exportations qui font aux États-Unis, mais les États-Unis ont beaucoup de leurs exportations qui viennent au Canada. Oui, aussi. Fait qu'il ne faut pas sous-estimer notre pouvoir d'achat qu'on fait aussi. C'est un partenaire, même si ce n'est pas ce qui est nécessairement dit sur la place publique par Trump, c'est pas nécessairement à leur désavantage, là, cet accord-là. Oui, la balance commerciale est négative à certains niveaux, mais faut encore une fois, quand on fouille plus loin dans les chiffres, on découvre que c'est pratiquement plus avantageux pour eux. Fait que faut pas sous-estimer l'impact qu'on peut avoir dans toute cette situation. Merci beaucoup, Nadine Brassard de Cerdex. Je suis content de voir que nos entreprises, nos PME de la région sont entre de très bonnes mains. Vous êtes vraiment extraordinaire. Je vous aurais écouté pendant des heures. Pour vrai, j'ai plein de questions, mais j'ai de l'intérêt aussi à comprendre ça. Là, c'est pas ma zone de confort, si vous l'avez bien vu avec mes questions. Merci beaucoup. Je rappelle, donc, Nadine Brassard, votre titre, votre rôle à Cerdex, c'est quoi? Directrice générale. Directrice générale, Cerdex. Merci beaucoup d'être venu nous instruire ce matin. C'était très, très pédagogique, bien fait, et puis ça nous a ouvert l'esprit, amené à avoir une meilleure conscience de ce qui se passe. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup aussi à vous d'avoir été des nôtres. Nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Échangeurs Turcotte. Bonne semaine.